c'est là qu'on voit le truc. Ok, nickel. Bon, ben on est bon là. C'est bien. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue Ouais. pour ce dimanche midi. Où on va parler. Enfin, Seb, il a préparé plein de trucs. J'ai eu l'impression. Non, Franchement, ça va vraiment être de la discussion avec l'intérêt d'échanger ensemble. Donc, donc moi je suis venu en touriste, juste pour discuter. c'est dimanche. Voilà, c'est C'est dimanche, dimanche. je me suis pas habillé, j'ai pas... Bonjour Corinne, bienvenue. Bonjour. Ok, donc oui, si on démarre un petit peu, de voir juste, en fait, présenter peut-être l'objectif de notre échange ce dimanche midi, comme Ouais. ça. Mais en fait, ce que j'avais envie, c'est quelque chose dont on discutait assez régulièrement avec Sébastien. Donc Sébastien. D'ailleurs, un grand merci parce que parmi les deux Sébastien H, il y en a un qui est vraiment pas bon en technique. Et donc, un grand merci à Sébastien Horard de tout gérer. Parce que vraiment, moi, c'est une poule devant un couteau. Ouais, ça va aller, t'inquiète. Et donc, voilà, quelque chose qui nous paraissait intéressant. Moi, c'est une impression que j'avais un petit peu suite à plein d'échanges avec des collègues sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie avec des situations cliniques que j'avais vues. J'avais l'impression que une grande partie des incompréhensions qu'il pouvait y avoir, y compris de ma part d'ailleurs, pouvait être liée à une mauvaise compréhension des définitions de concepts, de termes qui sont utilisés vraiment au quotidien dans les problématiques en psychologie, dans les troubles du neurodéveloppement, mais pas que, et que parfois certains concepts étaient vus sous un prisme un peu particulier et pas forcément bien compris en termes de définition, et donc il y avait des oppositions qui pouvaient être un peu artificielles dans ce cadre-là. Et ce que j'avais envie, c'était de discuter justement de ces définitions, de ce que c'est, peut-être voir si on peut aplanir certaines dichotomies qui sont présentées, peut-être que d'autres sont tout à fait valides, et, euh, et donc, je voulais un peu parler des définitions. Et ce qui me paraissait intéressant de le faire dans le cadre d'un échange et pas dans le cadre d'une conférence que je vous présente, c'est que justement, j'ai pas la prétention d'avoir une compréhension exhaustive et exacte de ces concepts. Et si jamais il y a des personnes qui sont en désaccord, qui ont des choses à apporter, bah, je pense que ça peut être que pertinent et que intéressant à échanger. Et parmi les concepts dont je trouve qu'ils sont souvent mis en opposition et peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, c'est le terme de clinique, entre autres, et le terme de psychométrie. Très souvent, je vois, alors peut-être que je les comprends mal, mais dans les échanges que je vois entre collègues, c'est dire bah en fait oui mais l'évaluation elle est pas psychométrique ou l'évaluation elle est strictement clinique ou bah oui mais là moi j'ai fait de la clinique et toi tu fais de la psychométrie. Et en fait je pense que il peut y avoir une mauvaise compréhension derrière qui est aussi transmise aux patients. Par exemple, il y a plein de patients qui viennent me voir en disant oui mais en fait on m'a demandé de faire un test psychométrique. D'accord. Ah oui, mais là, il m'a dit qu'il avait fait un test un test neuropsychologique. Ok, d'accord. Et en fait, ben, les patients qui sont pas des spécialistes de ces questions-là peuvent avoir mal compris. Certains professionnels de santé qui sont pas des spécialistes de ces questions-là peuvent avoir des termes aussi qu'ils ont sur certains angles. Par exemple, alors je suis peut-être le seul, mais n'hésitez pas à me corriger. Je trouve qu'il y a très très souvent, on me demande de voir des patients, de voir des enfants pour leur faire un test psychométrique. Et en fait, ce que ça veut dire, faire un test de QI. Alors que il y a des choses qui sont discutables sur le fait de raccourcir la psychométrie au QI ou même juste le QI à la psychométrie. Et donc, c'était des choses dont je voulais discuter un petit peu. Et dans l'idée, j'avais envie de reprendre des définitions de ces concepts-là, donc clinique, psychométrique. Je voudrais aussi prendre un peu le temps de discuter ce que maladie, trouble, parce que aussi c'est des débats qu'on peut avoir dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, avec l'idée que bah, peut-être que vous avez une perception différente des choses, des définitions différentes. Et moi, je pense que avoir le point de vue de chacun, le point de vue de Sébastien, ça ne peut qu'aider à faire progresser les choses, juste pour peut-être se rendre compte que parfois on n'a pas la même vision
sur ces concepts-là. Petite anecdote, la première journée où nous sommes rencontrés en vrai, Sébastien et moi, c'était en 2019 à Lyon. La deuxième conversation, on a eu une petite conversation le matin que nous nous sommes vus. Et l'après-midi, on a échangé juste après la pause repas. Et on a parlé de ce qu'était un bilan neuropsychologique. Et c'était super intéressant. Parce qu'on n'avait pas forcément la même vision de ce que c'était un bilan neuropsychologique. Et résultat, je me suis dit, mais en fait, peut-être que il faut que je revoie ce que j'entends quand je parle de bilan neuropsychologique. Peut-être que je suis, à l'époque, c'était certainement vrai, beaucoup trop centré sur l'aspect test. Je dis pas psychométrie, je dis test. Et ça, par exemple, c'est un échange qui m'a fait clairement progresser. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Alors moi, je trouve ça super intéressant parce que ce que tu mentionnes, c'est vraiment important et je trouve que l'initiative, effectivement, de repartir de définition est extrêmement intéressante parce que euh, c'est la grande différence entre la perception qu'on a de ce qui est en train de se passer sur le terrain, tu vois, c'est quelle est la perception de la part des gens, et je parle comme tu le dis, hein, des patients, mais aussi des professionnels, de ce que c'est effectivement un test, une psychométrie, parce que c'est vrai que là, tu abordes clinique et psychométrie, et je trouve ça intéressant justement de ramener cette question aussi du test, hein, c'est quoi un test en fait. Donc tu as cet aspect-là, de voir un peu quelles sont les représentations des gens aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est indispensable à pouvoir échanger, parce que au final, et je suis convaincu de mal utiliser certains termes à certains moments, même si je le pense pas de la même façon. C'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que je trouve l'échange super chouette, parce que je crois vraiment qu'on est d'accord allez, sur 95% du sujet, mais que les terminologies sont peut-être pas assez précises de mon côté, et donc parfois, bah oui, ça peut faire passer ce message-là à un moment donné, et c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais de toute façon, t'es contre les tests pour le TDAH. J'ai jamais dit ça en fait, hein. Je suis pas contre les tests, hein. Je dis juste que pour le coup, l'évaluation uniquement chiffrée, encore à partir de tests peut-être effectivement comme l'évaluation cognitive, le QI, l'ATIS, l'ANEPSI, n'est pas suffisamment spécifique, par exemple. Ça n'empêche pas effectivement qu'une vision, et c'est ça, on a discuté un petit peu avant, mais c'est vrai que cette idée de la psychométrie effectivement en clinique, bah évidemment, enfin, je suis absolument, moi je suis, comme je dis tout le temps, hein, je suis un grand défenseur de la psychométrie, moi. Hein. J'ai pas de problème parce que si on mesure au doigt mouillé, ça ne me va pas non plus. Donc c'est vraiment important. Donc c'est vrai que c'est intéressant et de pouvoir peut-être réaborder ça, cet aspect-là, c'est plutôt chouette justement et ça change un peu de ce qu'on peut trouver peut-être aussi dans les discussions parfois entre les professionnels. Donc ouais, bien sûr. Alors, sachant que pour... Donc là, j'ai fait un petit PowerPoint, mais vraiment qui est une base. C'est absolument pas... Vous voyez, voilà les définitions de quelles sont, donc vous devez l'écouter comme ça. C'est pas vrai, hein. Voilà, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'il faut l'entendre. J'ai volontairement, en plus, été chercher dans des éléments de référence relativement généralistes. Il y a une ou deux petites exceptions, mais relativement généralistes, justement pour pouvoir échanger et peut-être mieux comprendre comment on peut se représenter les choses. Là, par exemple, là, le lien sur les éléments de définition, il est tiré du CNRTL, qui est le Centre national de référence textuelle et linguistique, donc qui est pas du tout un centre de santé. Justement, parce que je me suis demandé, mais reprenons le terme au sens vraiment linguistique. Qu'est-ce qu'il dit? En plus, les références dedans, elles sont super anciennes. Donc, ça permet de dire, OK, c'est de là que ça vient. Comment on peut échanger dessus pour voir où on en est maintenant? Et le premier terme, donc voilà, vraiment pour reprendre les éléments de définition, donc c'est le terme de clinique. Vraiment, là, je vous ai mis en gras. Le gras, c'est moi qui ai mis en mettant, je trouve les idées qui sont intéressantes. C'est-à-dire que l'impression que j'ai peut-être à tort, c'est que souvent, euh, j'ai l'impression que clinique est entendu au sens de tel que je l'ai perçu. C'est-à-dire que ah, j'ai fait un diagnostic clinique, c'est tel que moi je l'ai perçu. Ou c'est mon impression clinique, tel que moi je l'ai perçu. Alors qu'en fait, clinique, si on reprend, ça veut dire au lit du malade. Ça veut dire que dès lors que vous êtes en observation directe
et après observation, ça peut être très large, mais au lit du malade, vous faites de la clinique. Vous allez repérer des signes, vous allez repérer des symptômes, observer le fonctionnement d'une personne, c'est faire de la clinique. Ça ne veut pas dire déterminer si c'est normal ou pathologique. Ça ne veut pas dire ne pas faire de mesures rigoureuses. C'est donc souvent quand on a tendance à opposer clinique et psychométrique, en fait, bah, c'est déjà un problème parce que la psychométrie va aussi, en tout cas peut aussi se faire au lit du malade. Et donc elle peut aussi être clinique au lit du malade. Et d'une manière générale, dès lors qu'on va observer notre patient, on va faire une mesure, même si elle n'est pas forcément en lien avec des éléments statistiques, on va en pouvoir en discuter, mais on va faire une mesure entre bah, euh, cet enfant est agité, ce patient a du mal à trouver ses mots, il ne se souvient pas bien de ce qu'il a fait la veille. Et c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que si, entre guillemets, il y a une dichotomie à faire sur la base du terme clinique, c'est plutôt, à mon avis, sur le terme recherche. C'est-à-dire qu'une activité qui est au lit du malade, auprès du patient, bah, c'est une activité qui est clinique, alors que si on est sur un cadre plutôt pas au lit du malade, on va plutôt sur une activité de recherche. Je ne sais pas si toi, tu as un peu cette perception-là, Sébastien, aussi, dans le chat, vous avez cette vision-là des choses. N'hésitez pas à me le dire. Oui, moi je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on va être dans le lien avec le patient, forcément on est dans la clinique. Je comprends mon son. Oui, donc quand on est proche du patient, de toute façon, quand on est en interaction avec lui, on rentre dans l'aspect clinique. Il n'y a plus de... la définition, pour le coup, elle est relativement claire, et je pense que la vision est relativement claire par rapport à ça. Et tu vois, c'est intéressant, là où moi je mets le petit bémol, c'est, tu vois, j'ai une impression clinique. Tu vois, moi, c'est pas le clinique qui me dérange, c'est l'impression. Tu vois, c'est c'est là où ça me bloque un peu. Vous voyez, je dis beaucoup pour le moment, pendant les interventions, que les psychologues, ça pense beaucoup et ça croit beaucoup. Ah, je crois que, je pense que. Et ils disent oui, mais ça, c'est la clinique. Ah non, hein, je suis désolé, c'est pas ça hein, le truc. Penser et croire est une chose, et après vous avez des faits, et les faits peuvent être cliniques, hein, c'est pas un problème. Et donc, effectivement, et c'est ce que je disais, c'est notre représentation du terme clinique, et pas tant sa définition qui va vraiment poser problème, parce que c'est vrai qu'on oppose potentiellement clinique à psychométrie, mais comme on oppose, et c'est ça qui est intéressant aussi, hein, clinique à recherche. Tu as des recherches cliniques. Parce que si tu peux faire de la recherche fondamentale, effectivement, tout seul, tu fais des revues systématiques de littérature, tu fais des méta-analyses sur des stats et tu vois personne. Et puis tu fais de la recherche clinique auprès des patients. Puisque tu es en interaction avec eux, tu vas évaluer ces aspects-là, tu vas aller comprendre aussi certains mécanismes et dans un protocole de recherche. Tu vois. Donc c'est vrai que même dans ce cadre-là, effectivement, et je sais que je pense, en tout cas, et tu me diras, hein, là pour le coup je le pense, je ne sais pas en fait, mais je pense qu'on est relativement d'accord sur cette notion-là, sur cette notion que c'est très difficile de faire de la clinique sans une base de recherche, et c'est très difficile de faire de la recherche s'il n'y a aucune clinique à un moment donné, parce que c'est décentré totalement des patients. Donc c'est un peu cette notion-là, effectivement, qu'on va retrouver, et qui pour moi est importante aujourd'hui, là-dedans, de ne pas opposer forcément cet aspect-là, euh, et de retrouver effectivement cette notion. Et je pense que c'est très difficile aujourd'hui de faire de la psychologie sans clinique. Ah oui, Je veux dire. mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as raison de nuancer mon propos quand je parle de dichotomie entre clinique et recherche, tu as raison, il faudrait faire la dichotomie entre clinique, pratique clinique, recherche clinique et aspects fondamentaux Mhm. qui doivent toujours renvoyer à une réalité de terrain au risque d'être complètement déconnecté. Tu as parfaitement raison de nuancer ce que je disais. C'est vrai. C'est vrai que dans ma tête, tu vois, vraiment dans ma tête, je vis une différence entre clinique et recherche et cette dissociation, cette distinction, Mhm. elle est peut-être beaucoup plus poreuse que la Ouais. représentation que j'en avais. C'est Ouais. vrai. Parce que ça, c'est un élément qui est quand même assez important, quoi. Et effectivement, hein, moi, je ne... Tu vois, d'avoir de la recherche fondamentale, tu vois, par exemple, et d'ailleurs, c'est ce qui...
C'est toujours ce qui a tendance à être tiré un petit peu par les fondamentalistes absolus, tu vois, la physique qui joue sur deux atomes et qui en change un, et puis il voit les trucs, et on est vraiment dans la recherche fondamentale pure et dure, et puis tu as vraiment cet aspect, quand on travaille avec de l'être humain, bah, tu es quand même obligé de faire de la clinique, tu es quand même prêt. Parce que, tu vois, quand on peut faire de l'observation si je reprends la définition là qu'on a sous les yeux, tu vois, observation directe du malade alité, bah, tu peux faire de la recherche sur plein de malades différents, mais tu es près d'eux et tu fais de la clinique, tu observes leurs symptômes, tu observes, et effectivement tu vas essayer de rechercher en fait des patterns de symptômes qui sont équivalents chez tous les patients dans un protocole de recherche, et d'essayer de mieux comprendre cette notion-là. Parce que sinon on risque de retomber encore une fois dans une opposition que les gens adorent faire, hein. Ouais, on oppose la recherche et la clinique, vous êtes décorrélés du terrain, vous êtes... Et qui a du sens, parce qu'on en parlait juste avant, sur cette question de, dans les recherches parfois, d'avoir des éléments de patients qui n'existent pas en fait. C'est des patients qu'on ne croise pas effectivement dans la réalité des cabinets. C'est-à-dire quand ils sont trop parfaits, trop lisses et ainsi de suite, malgré tout, cette recherche reste clinique. Tu vois. Donc c'est ça qui est, qui, à mon sens, est important, parce que sinon on risque encore une fois de recréer en fait une opposition qui n'a pas vraiment de sens de mon côté. Par contre, effectivement, d'avoir des recherches plus fondamentales et théoriques, vraiment sur des concepts, sur des éléments plus généraux, de faire effectivement de la statistique, de faire des éléments euh, qui sont basés non pas proches de l'être humain, mais sur le fonctionnement lui-même, mais qui est passé par de la recherche clinique pour faire de la fondamentale, parce que c'est très difficile de passer l'un sans l'autre, à mon sens, et puis de réutiliser ce que le fondamental a décortiqué pour réévaluer et de développer cette recherche clinique, encore une fois, c'est important. Et moi, j'ai toujours vu, alors après, peut-être parce que euh, j'ai un parcours de recherche à la base, mais tu vois, les consultations en psychologie, pour moi, c'est de la recherche clinique à cas unique. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Parce que tu dois quand même essayer, bah, tu as ton hypothèse, tu as les recherches des éléments, tu vas essayer de le comparer effectivement à des théories ou à des cadres conceptuels que tu as en tête. Tu vas quand même essayer d'évaluer les choses pour voir le avant-après, éventuellement mieux comprendre le sujet. Donc, moi, c'est vrai que c'était quasiment comme ça que je le voyais. Alors, je le voyais dans ma tête, hein. J'ai pas dit que je le produisais de cette façon-là dans le cabinet, hein, parce qu'il y a une grosse différence entre ce que je pense et ce que je faisais, hein. Mais je l'ai toujours pensé de cette façon-là, par exemple. Et donc petit à petit, ça s'est développé, mais c'est vrai que c'est une grosse réflexion là-dessus. Je sais pas si... Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, quand je pense recherche, j'imagine le processus de méthodologie de recherche, avec presque la finalité de production d'articles, de Mhm. revues systématiques par les C'est pairs. ça. Mais dans les faits, on peut dire que recherche, dès lors que tu recherches les symptômes, effectivement, pour à la fin produire un compte-rendu, on fait des éléments de recherche clinique. Et je suis d'accord avec toi sur l'importance de l'aspect fondamental derrière, parce que sinon, en fait, ces éléments théoriques, parfois très théoriques, Oui. parfois très fondamentaux, sont absolument indispensables pour nous éviter de trop dériver. Parce que sinon, le problème, le risque, c'est que on se dise, oui, mais ma clinique me dit que, au sens de, quand je suis auprès des patients, j'ai l'impression que je fais pas de référence au concept théorique et en fait, j'ai pas de garde-fou qui me dit, mais ouais, hop, 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 je dérive un petit peu. D'où l'importance de cet échange permanent entre recherche fondamentale et fonctionnement clinique. Et c'est tous les débats qu'il peut y avoir justement sur est-ce qu'il faut privilégier la recherche ou la clinique. Est-ce que ça doit se poser dans ce sens-là? Hmm. Bah, ça dépend où on C'est- en est, tu vois, dans le parcours. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de recherche et que les gens commencent à dériver parce que justement on n'a pas le cadre qu'il faut, je pense qu'il faut mettre le boost sur la recherche et essayer de développer des trucs et essayer de trouver, hein, faut être d'accord. Par contre, c'est sûr que quand tu as un cadre qui est assez clair, que les gens continuent effectivement à ne pas l'utiliser, je pense que là, l'axe il doit être mis sur la formation et l'accompagnement des professionnels dans leur formation continue. Et après, tu te dis, ben, après c'est très très bien d'avoir un cadre très bien, très posé, et ainsi de suite, mais si on ne le teste pas dans des situations réelles de clinique, là ça risque d'être compliqué. Et là, il faut peut-être mettre le boost sur la clinique qui va faire une rétroaction peut-être sur le modèle théorique qui est posé derrière, parce que c'est un petit peu ça, il faut tester notre hypothèse. Donc, ouais. Et donc, a priori, quand aujourd'hui en psychologie, j'ai quand même relativement l'impression que euh, alors pas pour tout,
on est d'accord, mais qu'on a un cadre, alors qui est fluctuant, mais qui commence à se construire. Enfin, comme on en parlait, on est au balbutiement, donc c'est un petit peu ça, mais qui est en train de se construire. On ne peut pas nier quand même les avancées qui ont été réalisées ces dernières années. Euh, que la clinique, alors ça dépend où, mais parfois elle peine à évoluer et parfois elle évolue peut-être un peu trop vite parce que les gens. Alors ça c'est mon avis, c'est purement un avis, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sautent sur les nouveautés sans vraiment réfléchir aux aspects théoriques qui sont derrière. C'est vrai qu'ils sautent sur les nouvelles thérapies, enfin sur les thérapies entre guillemets, ils sautent sur les nouveaux outils et ainsi de suite, sans vraiment réfléchir effectivement à comment ça a été construit, quelle est justement la base théorique sur laquelle ça a été construit. Euh, Il y en a qui remettent pas en question les anciennes productions aussi. C'est un autre élément effectivement de formation. Donc c'est vrai que ce qui nous manque au final, c'est un petit peu un cadrage, il me semble, de la pratique de manière générale. C'est-à-dire de recadrer les choses et de pouvoir essayer d'avancer là-dessus. Mais je trouve qu'on a quand même évolué ces dernières années sur le sujet et que on doit encore une fois continuer à pousser le message, ça me semble évident, euh, mais que c'est en train de se mettre en place. Et après, l'avantage, il me semble, d'avoir un cadre qui commence à se mettre en place, c'est la rétroaction et le feedback qu'il va avoir systématiquement. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer d'autant plus nos cadres parce que la clinique est en train de se mettre en place, parce qu'on a une réalité de terrain, parce qu'on a des choses qui sont en train de se mettre en place. Quand je parle de réalité de terrain, même si je sais que c'est un phénomène qui est ultra important, je prends pas en compte les aspects administratifs, je prends pas en compte la réalité du manque de problématiques, enfin des gros problèmes de santé, enfin du système de santé, et ainsi de suite. Je parle vraiment de cette réalité de terrain, comme on le disait, le patient qui est en face de nous, la majorité du temps, il vient pas avec un trouble pur, quoi. Donc, comment j'adapte en fait les modèles théoriques qui sont parfois faits sur des cas presque parfaits entre guillemets à ma clinique du quotidien, et en fait, on va avoir des boucles de rétroaction qui vont se mettre en place petit à petit. C'est comme ça que normalement, ça devrait évoluer. J'ai cette impression. Je sais pas ce que tu en penses, mais Je suis assez d'accord, je regarde les commentaires sous les vidéos, merci hein, vraiment, et je trouve que ça rejoint bien cette discussion. Je vois le commentaire que tu faisais, Corinne, mais je vois vraiment aussi Kim, de Stan, de Roxane, c'était... Et en fait, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que vraiment, là, on évoque, en plus, l'évoquez bien, et c'est quelque chose qu'on discutait tout à l'heure avec Sébastien avant le live, sur l'aspect des cohortes homogènes, des patients parfaits. Et là, on commence à avoir des outils qui vont permettre justement de peut-être être moins soumis à ce biais méthodologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un patient, alors à supposer qu'on l'évalue bien en recherche, hein, c'était un débat qu'il y ouais. avait, mais un patient où il a que ça, parce qu'on a besoin de contrer que cette variable, parce que nous ne sommes pas faits pour gérer des multivariables en permanence, et maintenant on commence à avoir des outils statistiques, méthodologiques, informatiques, qui vont permettre d'agrémenter des quantités, d'agglomérer des quantités gigantesques de données et de repérer ces éléments de subtilité justement qui vont peut-être nous aider à être moins binaires, y compris sur les références théoriques dans notre clinique. Et ce que vous disiez sur les patients homogènes pour éliminer les biais, sur les effets statistiques, je trouve que ouais, c'est assez intéressant parce que actuellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop, mais même en médecine. Alors, anecdote, je discutais avec un collègue neurologue, là, dans le cadre des AVC, sur les fermetures de foramen ovale perméable. C'est une malformation cardiaque qui est extrêmement fréquente, environ 30% de la population, et qui, dans certains cas, peut générer un risque d'AVC qui va devoir être fermé chirurgicalement, etc. Et donc, il y a des critères pour déterminer s'il faut la fermer ou pas. Et on était embêté parce qu'on était face à un patient, en fait, il y a un critère d'âge qui, en dessous de tel âge, on dit qu'on ferme, au-dessus, on dit pas qu'on ferme. Et en fait, ce que me disait le neurologue, il dit, bah, je suis super embêté, parce qu'en fait, pourquoi on dit pas qu'on ferme à partir de tel âge, c'est parce qu'on n'a pas d'études. En dessous, on a fait les études qui nous dit, il faut fermer, jusqu'à tel âge. Sauf que le patient, il a tel âge plus 2 mois. C'est-à-dire qu'on aurait fait le truc il y a 3 mois, on fermait, et là, j'ai pas les études, donc j'ai pas les recommandations qui disent, il faut fermer. Et, euh, et en fait, on est un petit peu sur ce biais-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des études, comme on a besoin de contrôler un maximum ces variables en termes de méthodologie scientifique, et ben on va aussi perdre cette subtilité, cette complexité de l'être humain,
en termes de réflexion, à la fois de cadre théorique sous-jacent et de clinique, de pratique clinique, qui peut parfois nous poser souci. L'exemple, ah oui, mais on parlait des troubles du comportement, type trouble de l'opposition. Le nombre de fois où j'ai des patients qui décrivent tout et qui disent c'est compliqué quand même parce que oui, un peu, mais en fait non. Et on se rend compte qu'on est dans une situation de frontière où on a envie de dire bon alors, mais ça vous pose problème ou pas? Ouais. J'ai besoin de cocher. Et j'aimerais bien que ça change, mais on arrive à gérer. Et alors qu'en fait, la prise en charge derrière va être exactement la même. Ouais. Et un peu comme là, la situation, j'ai aucune raison de penser qu'à partir de, je ne me souviens plus du seuil d'âge exactement, mais à partir de 65 ans, en dessous, je ferme. 64 ans, 11 mois, je ferme. 65 ans, 1 mois, je n'ai pas de recommandation, mais j'ai aucune raison de penser qu'il y a quelque chose qui change à cet âge-là. Mais, Bah, mais ouais, hein. c'est toute la difficulté qu'on a en termes de méthodologie scientifique à l'heure actuelle dans ces concepts-là. Ouais, c'est le choix arbitraire aussi qui est limité aussi enfin, à des décisions qui ont été prises, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu prendre des décisions pour couper à un moment donné. On a coupé là, hop. Il n'y a pas vraiment d'argumentation fondamentale qui fait que ça change. Euh, euh, c'est pour te trigger, mais c'est comme la même chose que le 130 de QI, quoi. Tu vois, c'est coupé arbitraire et point barre, et on s'est dit ah ouais, 2 écarts types c'est bien, poum, on coupe là, et on va regarder si les populations sont différentes. Ah, donc à 129 non, et à 130 oui. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose en fait. Donc on a des arbitrages comme ça qui sont parfois faits, et tu te dis bah oui, et oui, ça touche tous les domaines, pas que la psycho et ainsi de suite, ça touche évidemment le cadre médical au sens large. Et donc effectivement, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et c'est là aussi que la décision, et c'est ça le truc, hein, c'est que là on rentre dans le cadre de la prise de décision basée sur un raisonnement, et notamment dans ce cadre-là, je pense que ton collègue, je m'avance peut-être, mais il fait en fait un cadre de raisonnement au final clinique, au regard de son expérience, au regard de la recherche qui a déjà été faite, au regard du patient, des données qu'il a sur son patient, donc de sa clinique, pour prendre une décision finale. Et en fait, ce qu'il fait, c'est une probabilité. C'est ça. Il y a de grandes chances que ça fonctionne. Donc, moi, si je reprends le cas, effectivement, quand je travaillais en neurochir au tout début, le chef de service, il travaillait comme ça. Il travaillait en probabilité. C'est-à-dire que, sauf si c'était une première mondiale, là, il y allait. Même si les probabilités étaient négatives, parce que il avait un petit ego qui fait que s'il rate, on peut pas vraiment lui reprocher, c'est une opération qui est très complexe, mais s'il réussit, c'est jackpot. Et donc on va avoir ça, et je vous promets, c'était comme ça. Donc là, on perd le côté un peu humain du sujet, d'accord. Mais d'un autre côté, pour énormément de patients qu'il rencontrait, en fait, il établissait un raisonnement clinique sur base de toute son expérience et de la recherche. Et en fait, au final, il faisait un arbre décisionnel qui lui permettait de se décider à la fin sur une base statistique. Et en gros, quand il sortait effectivement que là, la probabilité était relativement bonne que ça se passe bien, alors il y allait. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver par rapport à ça. Ah oui, les neurochir, c'est un concept. Hein. Pas tous, hein. Pas tous. Hein. D'accord, mais lui particulièrement. Mais ouais. Oui, comme tu dis, Corinne, de toute façon, dès qu'on arrive sur les systèmes de rétroaction, cette décision binaire, elle est forcément très fragilisée. Un exemple, puisque tu me triggers sur le QI, et tu as bien raison, il y a un truc que j'adore faire avec mes étudiants quand ils arrivent. Pour leur expliquer pourquoi ce seuil, à quel point il est arbitraire, je leur dis, c'est simple. On est bien d'accord qu'on a décidé, en science, c'est une décision arbitraire, elle repose sur rien, que 95% de la population était normale. Vous avez 95% de la population autour de la moyenne et dans la norme, le reste est anormal, au sens inhabituellement rare. Donc, si vous êtes 95% autour de la moyenne, on est bien d'accord que c'est 2,5% les plus bas et 2,5% les plus hauts. Donc, c'est en l'occurrence une distribution en centiles. Mais si vous vous intéressez qu'à un côté de la courbe, vous avez les 5% les plus bas ou les 5% les plus hauts et les 95 autres pourcents. Question. Imaginons que quelqu'un se situe au 96e rang percentile de la courbe. On va rester sur l'aspect intelligence pour la mesure du QI. Facteur G, position du facteur G, pour éviter les débats sur l'intelligence. Mais position du facteur G.
on est bien d'accord que quelqu'un qui est au 96e rang percentile se situe dans la norme, puisqu'il fait partie des 95% autour de la moyenne. Il est en dessous des 2,5 percentiles les plus hauts. Mais pour autant, il fait bien partie des 5% les plus hauts. Il a donc une intelligence, une position du facteur G normale, tout en ayant une, un, un facteur G anormalement haut, d'un point de vue statistique. Il est anormal et anormal. C'est le patient quantique. Là aussi, mais, Ah, ça y mais est, il a basculé. Il est passé c'est dans le ça. quantique. Mais en fait, c'est des exemples que j'aime bien montrer aux étudiants pour leur montrer à quel point, quand ils me disent, ah oui, mais il n'est pas au 5e rang percentile, donc il est normal ou il n'est pas normal ou il est pathologique ou pas pathologique. Dans cet exemple-là, patient au 4e rang percentile, vous avez la même chose de l'autre côté de la courbe. Il a une performance qui est normale, si vous regardez les deux côtés, mais il a une performance qui est anormalement basse. Et je trouve que ce raisonnement juste, alors ils sont pas très nombreux ces patients-là, mais c'est pour montrer à quel point ce raisonnement binaire, il peut être problématique rien que sur la définition statistique, qui nous sert de base, hein, qui nous sert d'élément de compréhension. Il y a des pathologies qui vont être aussi, pas uniquement, mais aussi basées sur cette définition statistique. Je pense au handicap intellectuel, dont une partie des critères est justement les performances anormalement basses dans les tests psychométriques intellectuels. Bah, comme tu as dans les troubles spécifiques de l'apprentissage où il faut un écart à la norme quantitativement définie. Donc, ouais. Ce qui nous permet de faire transition vers le deuxième terme. Bravo. Hop, voilà, t'as vu un peu, mais on est fort. C'est fort, c'est pour c'est ça. fort. Et donc, là aussi, psychométrie, donc initialement, psychométrie, ça vient du grec, psyché, esprit, métron, mesure. Littéralement, mesure de l'esprit. Si je prends que l'étymologie, je n'ai aucune notion de mathématiques dedans. Une mesure, je ne suis pas obligé de la quantifier sur une échelle numérique. Je peux très bien le faire avec des couleurs en disant que ça c'est plus bleu que ça qui est plus vert. Je vais le mesurer sans forcément le qualifier. Je peux utiliser une valeur numérique pour le quantifier. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait. Mais littéralement, on mesure l'esprit. L'idée de la psychométrie, c'est qu'on va... Donc là aussi, ça c'est la définition qui est tirée de Passeport Santé. Voilà, comme ça vous pouvez retrouver les sources, donc j'ai repris. Donc l'idée c'est qu'on va mesurer des caractéristiques psychologiques des individus avec, en tout cas selon Passeport Santé, la mesure des connaissances, des traits de personnalité, des composantes cognitives comme le langage, hein, mais aussi les tendances comportementales. Donc là aussi, c'est mon tour de te trigger. Quand on dit il faut au moins 6 symptômes d'inattention ou d'hyperactivité pour déterminer que un domaine, dans le cas du TDAH par exemple, est positif, bah, c'est de la psychométrie. On va mesurer une tendance comportementale d'un individu en plaçant un seuil. Tout à fait. Et c'est un point qui est important parce que souvent, on dit que ces diagnostics-là ne sont pas psychométriques, mais dès lors qu'on mesure un fonctionnement, pour considérer d'ailleurs qu'il est normal ou anormal, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, bah on va faire de la psychométrie. Généralement, on associe quand même la notion de psychométrie à quelque chose qui est quantifié, mais il est bien précisé que on peut aussi faire de la psychométrie juste sur des listes de critères diagnostiques. Donc quand on reprend les critères DSM, dans le trouble du spectre de l'autisme par exemple, mais y compris dans la dépression, où il faut au moins un des 2 ou 3, si on qu'on soit chez l'enfant ou l'adulte, symptômes principaux, avec en tout au moins 5 symptômes, etc., pendant telle durée, mais en fait on fait de la psychométrie. Donc ça, c'est un point qui est important. Par contre, la psychométrie implique toujours, et ça je pense que ça fait partie des éléments qui sont importants à discuter dans le cadre de validation scientifique, et on n'est plus sur de la perception subjective. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impression clinique. Ouais. Et je pense que un élément aussi qui peut être mal interprété sur ces notions de clinique, de psychométrie, c'est que on peut se dire que oui, mais la clinique, c'est mon impression, et entre guillemets, mon impression, elle a autant de validité que quelque chose qui a été
structuré justement par des éléments de recherche fondamentale et de recherche clinique après. Mais ça, je pense que c'est une mauvaise compréhension, peut-être, de ce que veut dire clinique sur le plan de la définition. Je ne Ouais. sais pas comment vous représentez les choses, ou comment toi tu vois les choses, Sébastien. Mais tu vois, sur le terme, le, la question, effectivement, et c'est important de pouvoir se poser, mais on vient de se poser de la question de l'arbitraire, et là, quand on parle de psychométrie, on a validation scientifique, tu vois, des normes, des aspects. Mais par exemple, et peut-être que ça va embêter des gens, mais le TDAH, par exemple, le fait d'avoir choisi 6 symptômes et pas 4 ou 7 ou autres, il n'y a pas de validation par rapport à ça, c'est arbitraire. Hein. Faut quand même en avoir conscience aussi. Donc, est-ce qu'on est toujours dans une évaluation psychométrique si les choix des critères de diagnostic sont arbitraires? Ça, c'est la grande question. Mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi que le seuil qu'on a choisi de manière totalement arbitraire à 95% et qui est valable dans toutes les sciences, il est Ouais, valable en physique, il est ouais, valable bien en sûr. biologie, dans toutes les sciences, il est aussi arbitraire dans ce cas-là, à quel point Ouais, il y a une discussion à avoir sur l'arbitraire de la science. mais ouais, En fait, faut imaginer que ce seuil de 95%, il a été construit sur l'idée à quel point on accepte de prendre le risque de se planter. ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand on fait une étude et qu'on compare deux groupes, la p-value à p 0,5, c'est si j'affirme qu'il y a une différence entre ces deux groupes, à quel point je suis prêt à accepter une probabilité de dire une bêtise, de me tromper, dans le groupe. Mais ce qui est dingue, Et c'est qu'on a cette vision-là pour la psycho, et que si on devait appliquer les éléments en médecine, le risque de se tromper en médecine, et notamment en pharmaco, il n'est pas à 0,5. Hein. il n'est pas accepté à 0,5. Hein. Ah non, il n'est pas accepté à 0,5. On peut pas se tromper Et, à 5%, c'est interdit. Hein. et puis, de toute façon, tu vois, quand tu veux publier une étude et que tu te pointes avec ta p-value à p 0,5 ou à p 0,4, Ouais, c'est chaud. Hein. Donc, ouh, et ben t'as pas intérêt à taper trop haut donc, dans les H-index, hein, ouais. ou des impact factors, parce que vraiment, enfin, je pense par exemple à une étude sur l'homéopathie qui montre que la p-value sur des populations énormes, la p-value elle est à p 0,4. Et donc, c'est un argument qui m'a été mis en avant par des homéopathes en disant, oui, mais regarde, là, elle a P 0,4, donc elle est significative, donc c'est la preuve d'efficacité. P 0,4 sur la taille de ta population, laisse tomber, c'est nul. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils ont d'autres indicateurs maintenant que le P, hein, parce qu'en fait, Ouais. tu peux le faire modifier quand même facilement. Mais c'est vrai que quand tu restes par exemple en pharmaco, je pense que le degré, il était à P0001. Ah ouais. Tu vois, parce que tu peux pas te permettre de mettre sur le marché un médicament qui a 5% potentiellement d'effets négatifs. C'est improbable. Ou alors, il faut vraiment des trucs de fou, quoi. Et donc, c'est à quel point on va se permettre de se tromper, quoi. C'est ça aussi le truc. Et c'est ça qui fait que ben, nos approches restent quand même partiellement, en tout cas, subjectives, mais qu'on essaye de le diminuer. Mais d'un côté, quand tu travailles avec de l'humain et tous les aspects complexes, d'ailleurs, que les gens mentionnent, effectivement, ben, les interactions, le domaine d'interaction entre l'environnement, entre les patients, entre les expériences qu'ils vivent, la modification qu'ils vont vivre au niveau cérébral, donc leur modification de comportement en temps réel, dans leur quotidien, qui est variable en plus selon leur état à l'instant T, ben, évidemment, il y a des millions de variables qui interviennent à certains moments. J'exagère quand je dis millions de variables, mais il y a des millions de variables qui interviennent à l'instant T, qui font que ça semble difficile d'être aussi précis, et donc on doit s'accorder en fait un grand taux au final de potentiellement d'erreur, parce que 5% ça reste quand même énorme, c'est ça mais C'est ça doit faire partie de ce que moi j'ai appelé le doute raisonnable, tu vois. 5% de doute raisonnable, ça veut dire que tu dois toujours douter, c'est-à-dire que tu dois te dire oui je peux me tromper, j'ai toujours ce doute, ok. Par contre ce doute il doit pas te paralyser, c'est-à-dire que ça c'est un des gros problèmes moi que je rencontre, c'est qu'il y a des gens qui doutent tellement que soit ils posent jamais de diagnostic, soit ils ne mettent jamais d'éléments spécifiques en place, donc ils font pas les accompagnements qu'il faut selon les hypothèses qu'ils ont, parce qu'il y a du doute. Mais alors vous prendrez jamais de décision. C'est-à-dire que le doute ne doit pas paralyser, mais il doit être raisonnable. Et en fait, c'est ça qu'on doit garder, c'est cet élément-là. Et donc c'est vrai que, comme Stan le dit, quoi, c'est l'arbitraire, il est moindre, mais il reste présent en médecine. Moi, j'ai toujours tendance à dire, mais encore une fois, peut-être que je me trompe quand je dis ça, mais moi, personnellement, en tout cas, je ne connais aucun professionnel de santé, tout métier confondu, qui a fait un 100% depuis qu'il est sorti de la fac. D'accord. Tout le monde s'est déjà bien trompé à un moment donné. C'est obligatoire. Enfin, je veux dire, on n'a pas les connaissances qui nous permettent de voir 100% à un moment donné. Ce qui Et n'empêche s'il y pas en a qu'on doit prendre qui, des décisions.
Ouais, s'il y en a un qui vous le dit, faut fuir. Et moi, c'est des choses, Exactement. et j'ai pas honte de le dire à mes patients. Il y a des fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, peut-être que je me trompe, voilà, Bien mais sûr. voilà ma perception et Ouais, voilà mes arguments. exactement. Et je repense, voilà, par rapport à ce que tu dis, Corinne, sur le fait de parler de spectre, je sais pas si c'est pour cette raison qu'on parle de spectre. Je pense, je pense, mais c'est mon opinion à moi, donc je me trompe peut-être, que on parle de spectre parce qu'on se rend compte justement que le fonctionnement est plus binaire. Mais je pense pas que ce soit lié à un problème de la mesure. Je pense que c'est plus lié, en tout cas si c'est comme ça que tu veux dire, peut-être que j'ai mal compris le commentaire, mais je pense que c'est plus lié à une compréhension que justement sauf dans peut-être certains cas spécifiques, vous avez la jambe cassée ou la jambe pas cassée. Voilà. On est sur des choses qui sont beaucoup plus diffuses. Ouais. Et je pense pas que ce soit lié intrinsèquement à un problème de la méthodologie, là, mais un problème de la compréhension de la méthodologie. Je sais pas si je suis très clair. Ben, il y a eu des choix, encore une fois. C'était au départ pour essayer, ben, on en parlait, c'est d'essayer d'avoir un langage commun. Le plus facile est de parler en 0-1, tu vois. C'est le plus facile. Et effectivement, c'est le principe de la psychiatrie aujourd'hui catégorielle, hein, c'est de faire du 0-1. Vous êtes pas, en gros. Vous avez pas. Mais bien sûr qu'en mathématiques, depuis quand même très 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 longtemps, on sait qu'entre 0 et 1, il se passe des trucs, quoi. Et donc le but, c'est effectivement de retrouver un petit peu plus cet aspect dimensionnel des choses. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la psychiatrie dimensionnelle, c'est quelque chose qui se développe, mais qui, cliniquement sur le terrain, est excessivement complexe. Parce que si les gens râlent déjà de devoir faire 3 4 rendez-vous pour des évaluations 0-1, en dimensionnel, vous allez voir un paquet de rendez-vous à mettre en place pour évaluer toutes les dimensions, ou en tout cas le maximum de dimensions pertinentes chez un être humain pour se permettre de le comprendre et de lui faire au final enfin, une intervention la plus spécifique possible. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait développer, c'est ce qui se développe en médecine, c'est ce qu'ils appellent tout ce qui est médecine de précision. Moi, je suis un grand défenseur de vouloir voir de la psychologie de précision dans le temps, ça c'est clair, mais je pense qu'on a encore énormément de travail pour arriver à cet aspect-là, il me semble. Mais c'est ce qui va faire intervenir la psychométrie pour le coup, tu vois. Parce que plus on sera précis, plus on sera fin, plus on va permettre là-dessus. Parce que la psychométrie, justement, sur de la dimension, ça marche très bien, et sur de la catégorie, ça marche très bien. Enfin, de dire du 0 à 1, voilà. Après, elle a des petites faiblesses, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu cette notion. Et ça c'est un point important parce que souvent, en tout cas, j'ai l'impression, on se représente les neuropsychologues, la neuropsychologie comme des testeurs. Et le test est un outil. C'est un outil qui prend du temps. C'est un outil important, ok, mais c'est un outil. Et là aussi, alors peut-être sur les psychologues qui peuvent regarder le live ou qui regarderont plus tard, peut-être qu'ils ont déjà eu, quand on fait des entretiens de stage pour les étudiants, quand on leur demande pourquoi ils veulent venir en stage, ils disent je veux apprendre de nouveaux outils, je veux apprendre de nouveaux tests. Oh là là. Mais je leur dis, mais arrêtez avec ça. Franchement, arrêtez, ça m'énerve. Personne se dit pourquoi vous voulez aller travailler dans tel garage mécanique. J'adore les clés de 12. Ah, mais les clés de 12, c'est Ouais. tellement mon kiff. Là, j'ai Ouais, fait que des tournevis, mais ouais. maintenant, Ça non, sent vous l'intérêt venez là. restreint, hein, c'est un symptôme. Voilà, exactement. Et oui, Corinne, bah, oui, parfois, effectivement, et comme dit Stan, quand tu es dans les 1%, Ouais, bien sûr. et le nombre de fois où j'ai, en fait, sur ma petite grille catégorielle, où je fais, bon, il y a 5 6 symptômes, en fait, d'inattention. Parce que des fois, oui, mais ça, c'est décrit parfois, voilà. Et ouais, et quand on fait partie de ces 1%, c'est pas évident à gérer. Parce que, et vous avez raison dans ce que vous dites, c'est que derrière, là, on est en train de parler de stats, et derrière, il y a une personne. Hmm. Derrière, il y a une personne. Ouais, Quand c'est les 1% des voitures qui se réparent, bon. ouais. D'où Mais quand l'importance de la c'est clinique. 1% des enfants, des gens. Ouais, ouais. Et d'où l'importance de la clinique et de nos décisions qui vont être basées dessus. C'est vraiment cet aspect-là. Mais je reviens sur cet élément de psychométrie parce que c'est vrai que les gens ne le perçoivent peut-être pas comme ça et j'ai peut-être moi-même d'ailleurs participé à faire cette opposition à un moment donné. Mais moi, quand je parle d'entretien, des entretiens cliniques structurés par exemple, ça reste de la psychométrie. C'est-à-dire que quand vous devez évaluer à un moment donné la présence de symptômes sur une semaine et qu'on vous dit qu'il faut que ça soit plus de la moitié du temps pour qu'on considère que le symptôme soit cliniquement présent et pas subcliniquement présent, évidemment qu'on fait de la psychométrie. La question, puisqu'en fait on mesure encore une fois un fonctionnement comportemental dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on va aller chercher. Mais après, le truc, c'est que à un moment donné, je pense que c'est la représentation qu'on a de la psychométrie et parfois peut-être
la façon dont on nous l'a enseigné en tant que neuropsy. C'est-à-dire que dans l'enseignement, effectivement, on peut retrouver des cas où, effectivement, comme tu le dis très bien, c'est qu'on est centré outil et plus centré patient. Le nombre de formations où quand vous demandez en fait les attentes des gens, c'est d'avoir une nouvelle boîte à outils. Fait, ouais, encore une fois, psychologue, c'est pas garagiste, quoi. Pour revenir sur le sujet, je veux dire, c'est pas l'objectif du truc. Donc, c'est un élément qui est ultra important. C'est de bien comprendre cette notion, effectivement, de on ne cherche pas des outils. Quand vous allez voir votre médecin, vous attendez pas à ce qu'il utilise toujours les mêmes outils pour essayer de faire tel ou tel truc. D'accord? C'est qu'il va utiliser son raisonnement qui va permettre de lui choisir le meilleur outil par rapport à la question qui se pose. Si vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit ah, on fait une prise de sang. Ah, mais je vous ai pas dit ce que j'avais. Non, mais je m'en fous, je fais une prise de sang à tout le monde. Bah, vous allez partir en courant. Et donc, quand on est psychologue et qu'à chaque fois qu'on va voir un psychologue, il vous dit ah, mais moi je vais faire une muscultitude, une nepsie. Et je vous dis clairement, hein, moi je l'ai fait. Hein, en sortant de fac, c'est ce que je faisais parce qu'on m'avait appris ça comme ça. Je veux dire, c'est pas normal, en fait. Et donc, c'est ça. Et pourtant, c'est la représentation qu'on va avoir de la psychométrie aujourd'hui. C'est d'utiliser des tests en neuropsychologie parce que c'est des tests avec des chiffres, des tableaux de stats, et ainsi de suite. Et on fait la confusion entre ces éléments-là. Donc, ouais. Ouais. Je vois, merci beaucoup, hein, parce que vraiment c'est super de votre part d'être venu là. Oui, oui, Au merci, revoir à merci. Stan, au revoir à Roxane, bon Ouais. appétit. Bon app. Mais voilà, donc ici j'avais juste rajouté, là c'est l'extrait de Wikipédia sur la psychométrie. Et ici tiré du CNR RTL. Donc voilà, Ouais. pour que vous puissiez la voir, hein, mais vraiment, quelle que soit entre guillemets la source qu'on prend, à chaque fois on est sur ce côté de mesure, d'accord, mais du fonctionnement psychique et donc pas Ouais. forcément du fonctionnement stricto sensu cognitif. Exactement. Et il y a bien marqué, notamment par des tests mentaux, mais pas que. Hmm. Et puis, Notamment par les tests mentaux. Et je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à avoir dit, bah, attends, on va faire le QI et après on verra. ouais. Et j'ai peut-être encore trop tendance à le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'observer le patient. Qu'est-ce qui se passe quand Ouais. il réussit? Ah, ou au contraire, ouh, il saute partout, Ouais. ou quand il rate, ou Mais comment il se fatigue. J'aime bien ça. tu n'utilises pas Mais que ça. Tu l'utilises dans une approche générale. C'est-à-dire que tu as un voilà. objectif quand tu le fais passer. Moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est les gens qui se trompent d'objectif. Tu vois. Et ça, malheureusement, on peut encore le rencontrer. C'est-à-dire que si on se trompe de l'objectif et qu'on se dit, moi, je veux faire du diagnostic catégoriel et que j'utilise des tests, et que des tests et je fais que ça, je pense qu'on passe à côté du truc parce qu'on n'utilise pas le bon outil pour évaluer ce qu'on voulait évaluer. Et en fait, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça le truc, au final. C'est pas se tromper. C'est juste ça. Pour moi. Mais ouais, tout à fait. Mais je pense que voilà, c'est un point qui est important. Ce Ouais. qui nous amène par rapport à ce qu'on se disait sur la notion de maladie. On va attaquer un terme quand on parle des troubles du neurodéveloppement, qui fait plus réagir. Et Euh, justement, comme c'est des débats que j'ai vus et que je trouve vraiment hyper intéressants, je voulais reprendre un petit peu ça. Et donc là aussi, tirer du CNRTL, donc vraiment pour pouvoir échanger. Donc là, les définitions qui sont données dans le cadre de la maladie humaine, c'est l'altération de l'état de santé qui va se manifester par un ensemble de signes et de symptômes qui vont être perceptibles directement ou non, peuvent correspondre à des troubles généraux, des troubles localisés, fonctionnels ou lésionnels. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de lésion, hein, voilà, due à des causes internes ou externes, il n'y a pas forcément d'infection, comportant une évolution. Donc morbide, enfin entité morbide, affection, syndrome, etc. Un point qui est très important, et ça s'est repéré depuis très 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 longtemps, hein, puisque là, c'est dans les livres de médecine, manuel de médecine 1878. C'est que la définition, le terme de santé et de maladie, c'est extrêmement arbitraire. Extrêmement arbitraire. Et que comment on pose les limites entre santé, maladie, état normal, état anormal, un des critères, et on va pouvoir venir avec un autre trouble, enfin un autre terme, pardon, le terme le trouble, c'est dès lors qu'il y a un retentissement, alors ça c'est quelque chose qui peut se discuter en psychologie, en psychiatrie, c'est peut-être plus délicat à poser dans d'autres domaines de la médecine. Par exemple, si vous avez 10 têtes de tension, vous pouvez vous sentir super bien, il y a des chances que votre médecin vous donne un antihypertenseur et vous dise que vous êtes hypertendu. Mais donc l'idée qui est derrière, c'est bah, dès lors que c'est incompatible avec la durée de vie, donc bah, on va parler de maladie, dès lors que c'est compatible,
avec la durée de vie, bah, on va parler de santé. Mais en fait, là aussi, ces termes-là, qui nous paraissent très binaires, bah, le sont pas tant que ça. Le sont pas tant que ça, et donc c'est une discussion qu'on peut avoir, et je sais une discussion que j'ai eue, y compris avec certaines personnes. Euh, Bah, il me semble qu'avec deux ou trois personnes qui sont d'ailleurs dans le live, que je salue, mais que j'ai eu avec des collègues sur justement est-ce que les troubles psychologiques, les troubles psychiques, éventuellement les troubles du neurodéveloppement, vont être considérés comme des maladies. De ce point de vue-là, on voit que la définition, en fait, un petit peu ce qu'on disait sur l'intérêt du DSM ou effectivement de la CIM 11, Kim, tu évoques l'OMS et je pense que tu as raison, c'est on peut, puisque les termes sont un peu arbitraires, en termes de vocabulaire commun, il peut être intéressant, je dis pas que c'est juste et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais il peut être intéressant de se dire, bah, puisque les termes sont arbitraires, on peut se dire que euh, si dans le cadre des termes, des définitions, des échanges, du vocabulaire commun qu'on se donne pour échanger sur des situations cliniques de patients uniques, euh, dès lors qu'on considère que ça c'est dans les classifications de maladies, on peut appeler ça une maladie sans forcément nier le fait que ce terme-là, comme le terme de handicap d'ailleurs, va véhiculer aussi tout un affect qui est extrêmement légitime. Que les personnes, que le trouble du spectre de l'autisme, que le TDAH, les troubles du neurodéveloppement soient dans la classification internationale des maladies, puisqu'il s'agit d'une définition qui est relativement arbitraire et qui est difficile de trancher entre la santé et la maladie, sur ce qui est normal et l'anormal, il y a toutes les limites dont on a parlé. Moi, j'ai tendance à le considérer comme étant des maladies parce que je vais me dire, je vais suivre cet élément de consensus pour avoir un terme commun. Mais pour autant, j'entends tout à fait et je trouve extrêmement légitime que des personnes qui peuvent être directement ou indirectement concernées, ou pas d'ailleurs, estiment que non, on ne peut pas utiliser le terme maladie parce que justement, ces termes-là véhiculent des imaginaires, des réactions émotives qui peuvent éventuellement poser souci en termes d'échange avec les patients ou avec leurs proches. Et Florence lui dit, tu fais pas distinguer entre maladie et trouble. À titre personnel, j'ai tendance à faire un peu comme toi, en fait. À pas trop différencier maladie et trouble. Mais j'entends tout à fait aussi que ça peut poser d'autres questions à voir parce que je suis tombé sur un article qui reprend justement c'est quoi un trouble psychiatrique et à quel point les définitions proposées ont été critiquées et les critiques, les auteurs de l'article le disent bien, elles sont hyper pertinentes, hyper intéressantes. Je sais pas comment toi tu vois les choses, Sébastien. Moi, je te rejoins sur le fait encore une fois, hein, c'est la compréhension de ce qu'en font les gens, de ce que ça véhicule, de, de comment c'est vécu par la personne. Tu vois, mais ça rejoint un peu la question de la psychoéducation. Tu es obligé de faire gaffe à ce genre de truc parce que tu pourrais te braquer vis-à-vis d'un patient alors que tu sais exactement comment avancer, juste par un terme qu'on va utiliser qui va le mettre en résistance. Et donc ça va être un frein à un moment donné. Et donc ça, c'est un élément qui évidemment est capital. C'est vrai que moi personnellement, je fais pas la diff parce que je vois pas l'intérêt direct. Pour une raison simple, c'est que je vais quand même me faire des amis, je le sens. Moi, j'en ai marre en fait de la distinction entre la santé somatique et de la santé psychologique. Donc, enfin, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, la psychiatrie, ça reste de la médecine. Moi, quand j'entends, on me dit ah ouais, mais la psychologie, c'est pas de la médecine, machin. On doit avoir des visions qui sont naturellement différentes. Je fais non, hein, enfin, faut arrêter de déconner parce que sinon, là, on est mal parti, quoi. Encore une fois, hein, pour moi, ça reste un état effectivement de la santé des personnes et qu'elles soient physio ou enfin encore une fois en plus la santé psy enfin cet aspect de santé mentale sans l'aspect physio enfin je veux dire je le pige pas enfin moi je suis à côté de la plaque sans doute pour cet aspect là mais je comprends pas donc c'est vrai que cette notion au final elle est marquée et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire par exemple oui mais par exemple on parle de maladie d'Alzheimer ok. Bah, je trouve ça intéressant que la maladie d'Alzheimer, c'est dans le DSM. Hein. C'est dans les troubles neurodégénératifs. Donc pourquoi, au final, on appelle un trouble neurodégénératif maladie d'Alzheimer alors qu'on n'appellerait pas potentiellement un autre trouble par le terme de maladie à un moment donné. Et donc je pense que c'est ça le truc, c'est la conception. Et en fait, on voit à quel point, au final, les conceptions se sont construites au travers du langage général qui a été véhiculé dans la société.
par les médias, par les médecins, par les professionnels de santé. Et donc il y a une construction, et aujourd'hui quand tu changes les termes, effectivement ça dérange les gens. Tu vois, c'est pour ça qu'ils commencent à parler, on en parlait juste avant, hein, neuroatypie, neurodivergence, que les gens n'acceptent plus au final certaines terminologies, parce que ça leur convient pas. Mais c'est pas parce que ça leur convient pas que la terminologie doit être changée. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc, en fait. Parce qu'ils donnent parfois d'autres définitions qui, elles, sont pas forcément appropriées. Donc ça, c'est un élément. Et j'aime bien la question du départ que tu notais, c'est-à-dire la question du retentissement, qui, au final, n'est pas... elle est assez transversale, effectivement, elle est assez transversale même dans le DSM, hein, c'est-à-dire que, mais pas dans tous les troubles, pour le coup, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on sait qu'il y a certains tics qui ne dérangent pas, d'accord, qui n'ont pas de retentissement, mais effectivement, c'est aussi la prédiction dans le temps. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on peut être hyper tendu et être en super forme à un moment donné, sauf que le médecin, il se dit, oui, mais en prédiction dans le temps, ça va pas aller. Hein. La prédiction est mauvaise dans le temps. Et donc aujourd'hui, par contre, et ça vient de m'y faire penser, parce que j'y avais pas pensé du tout, mais je trouve ça super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, il faut arrêter de le penser comme une case rigide, c'est une case qui est développementale, et donc dans sa trajectoire développementale, même si le retentissement il n'est pas immédiat, le retentissement il peut avoir un effet dans le temps. Et c'est ça qui est important aussi de le voir. Maintenant, on sait quand même que dans les troubles du neurodéveloppement, tant que ça pose pas problème, est-ce qu'il faut vraiment catégoriser ça comme un trouble ou pas? Encore une fois, on regardera les compensations, est-ce que les compensations sont là et qu'elles dérangent au final, parce que les compensations peuvent être le retentissement au final. Donc il y a toute cette notion-là et qui, à mon sens, n'est pas entièrement défini aujourd'hui. Et ça va être intéressant potentiellement dans le temps de le développer. Là, je vois les commentaires, je vois celui de Kim avec la question justement de l'aspect étiologique, c'est une bonne remarque, je trouve. Mais effectivement, comme vient de répondre Florence, il y a plein de maladies pour lesquelles l'étiologie n'est pas claire. Je pense par exemple à beaucoup de cancers. Beaucoup de cancers, l'étiologie n'est pas claire. Les glioblastomes, par exemple, l'étiologie n'est pas toujours claire. On ne sait pas ce qui les cause. Et voilà, c'est aussi un point qui est important. Et pour reprendre un peu sur justement cet aspect distinction somatique psychiatrique, je pense à une présentation qui avait été faite il y a un an ou deux dans une fac, où justement c'est la journée des troubles du neurodéveloppement, sensibilisation troubles du neurodéveloppement avec les membres de la recherche, et les personnes qui intervenaient ont commencé en disant on est bien d'accord, les troubles du neurodéveloppement c'est pas des maladies. Bah, question, dans ce cas-là, moi je veux bien. Alors, donc je reprends, moi je trouve un argument, bah, dans ce cas, pourquoi elles sont dans la classification internationale des maladies? Question. Et puis si j'ai envie d'être vraiment taquin, mais c'est un mauvais argument. Mais comme personne n'a jamais trouvé la réponse à cet argument, j'aime bien. Pourquoi ils sont diagnostiqués par des médecins si c'était pas des maladies? Alors l'argument il est pas bon, parce que ça dépend des pays, et qu'il y a des troubles du neurodéveloppement qui sont pas diagnostiqués par des médecins. Je pense par exemple le trouble qui va être diagnostiqué par les orthophonistes. Mais voilà, c'est ça la réponse. Mais voilà, c'est le fait que... Alors les TND sont à vie et que ça fait peur et que le terme maladie n'est pas adapté à tous. Et je pense que c'est une bonne remarque, Stéphane. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des réactions parfois vives et légitimes. Là encore, je suis pas en train de dire bah, les gens ils s'énervent, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Non, je peux parfaitement entendre que c'est quelque chose qui fait une réaction, mais c'est un peu la même chose qui peut être vrai en fait pour plein de fonctionnements différents. Et pour reprendre sur Kim, est-ce que la schizophrénie est de trouble comme la bipolarité, donc connaît l'aspect juridique, entrons dans la catégorie TND? Je pense que oui, au moins la schizophrénie finira par entrer dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Mais opinion personnelle. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Comme je pense, par exemple, que même si le terme TDAH ne change pas, je pense que l'aspect en termes de catégorie diagnostique, sur l'aspect de régulation, va être beaucoup plus mis en avant dans les prochaines classifications, entre autres sur le plan émotionnel. Je trouve que c'est un gros manque, par exemple, sur la compréhension, en tout cas, de la classification du TDAH. Après, pour la question de TND, par exemple, moi j'ai un avis qui est tranché sur le sujet. C'est que moi je comprends toujours pas ce qui, dans le DSM, n'est pas neurodéveloppemental. Hein. Mais après, c'est mon avis. Enfin, en fait, la question, c'est encore une fois, quelle est la définition qu'on donne à trouble du neurodéveloppement? Donc neurodéveloppement, petite enfance, construction, ainsi de suite. Mais je suis désolé que dans un modèle général qui normalement appuie, alors même si c'est athéorique, mais le modèle qui est derrière reste quand même un modèle épigénétique, en fait, il n'existe, à ma connaissance, quasiment pas de troubles. Je crois qu'il n'y en a pas, mais je surinterprète peut-être très fort ce que je dis. Le PTSD, non mais c'est pour troller.
C'est pour troller, non mais c'est pour En troller. plus, même pas, parce qu'en fait, tu as quand même une phase génétique. C'est-à-dire qu'à événements équivalents, les gens ne sont pas traumatisés de la même façon, ni même, il y en C'est a vrai. qui ne le seront pas. Et donc, par exemple, on le voit dans les systèmes de guerre, où on en fait, dans les pays en guerre, on a quand même pu avoir quelques études sur le fait que la génétique des personnes avec un PTSD, bah, elle est quand même légèrement différente. Évidemment que le poids de l'événement traumatique dans l'équation est évidemment fondamental, mais en fait, on n'est pas tous équivalents face aux mêmes événements. Et donc, le modèle, à la base, encore une fois, l'équation, entre guillemets, si on devait mettre ça en équation, en fait, est la même. C'est juste que les chiffres changent. C'est sûr que, par exemple, dans un trouble de l'opposition, avec provocation, le poids de l'environnement est plus important que la génétique. Ce qui n'empêche pas, en fait, encore une fois, d'avoir une irritabilité qui est très forte, en fait, dans le trouble de l'opposition. Et qui, confronté à un environnement particulier, fait que ça se développe ou pas. Donc on a ces éléments-là. Et le TDAH, ça va être la même chose, la schizophrénie, on va avoir la même chose, la bipolarité. Les troubles de personnalité ne sont qu'une construction neurodéveloppementale qui sont faites au travers des expériences vécues aussi. Mais d'une base quand même qui est quand même présente avec des tempéraments qui se confrontent à l'environnement. Donc je pense que le modèle est relativement équivalent, mais par contre dans le temps, effectivement, voilà. Après c'est qu'est-ce qu'on met dans la définition TND. C'est ça le truc. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, c'est cette question-là, en fait, qui est plutôt au centre du sujet. Parce que je ne comprends pas, encore une fois, je ne reprends pas la catégorie trouble du neurodéveloppement et je ne comprends pas chez l'être humain ce qui n'est pas neurodéveloppemental. Tu vois, en termes de définition, je ne pige Et, pas. et je suis assez d'accord avec toi. Si je reprends, en fait, sur les liens, sur les éléments génétiques, si je reprends, il faut juste que je prends 2 secondes pour Ouais, vas-y, vérifier. vas-y. C'était, j'avais fait, non, Parce que c'était ça. si tu regardes l'anxiété, si tu regardes les dépressions, si tu regardes... En fait, c'est les troubles du sommeil, tu as quand même tous ces éléments-là. On n'est pas équivalents et après, ça dépend de tes expériences vécues. Tout à fait. Alors, Si je je me suis, en raccourcis fait, je très me suis en train de fort, hein. chercher un PowerPoint que j'avais fait Attention là. et sur lequel j'avais piqué honteusement une étude présentée par Stéphanie Aubertin, hop là, sur les liens génétiques. Ah ouais, elle est très très génétique pour le moment, c'est super Ouais, intéressant. C'est ouais, ouais, passionnant. sur les liens génétiques qu'il y avait entre les différents troubles Ouais, psychiques. Alors, je retrouve pas là sur, ouais. il faudrait que je reprenne. Et je trouvais ça vraiment génial parce que la méta-analyse qu'elle présentait montrait qu'il y avait un lien sur le risque génétique pur extrêmement important entre des pathologies auxquelles on n'aurait pas forcément Ouais. fait tant de liens que ça sur le plan neurologique. Il me semble, de mémoire, alors faut à vérifier avec tout le recul, mais il me semble que c'était justement entre, par exemple, le TDAH et les troubles anxieux, ou le TOC, le TDAH et le TOC. Hum, Et en fait, alors que spontanément, on dit, bah, TDAH avec le TOC, ou TDAH avec le TSA, ou TDAH avec le syndrome de la Tourette, ou TOC ouais. avec le syndrome de la Tourette. Et qu'en fait, le lien génétique, il est moins fort entre les deux. Donc, et donc, montrer à quel point, en fait, bah, ça reprend ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point des choses qu'on prend que les entités séparées ou des liens qu'on va faire sur des proximités symptomatologiques sont peut-être pas si avérés que ça. Et là-dessus, je vais faire un parallèle avec l'évolution. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a construit alors l'arbre du vivant, c'est pas comme ça, Ouais. mais la- l'aspect de proximité entre deux espèces sur des proximités anatomiques. Et qu'en fait, quand on a commencé à avoir les outils de la génétique et de la biologie moléculaire, on s'est rendu compte qu'en fait, il était quand même sacrément à revoir que des espèces qui pouvaient être donner l'impression d'être très proches anatomiquement, elles n'étaient pas forcément génétiquement, ou inversement, des espèces qui étaient très dissemblables anatomiquement étaient beaucoup plus proches en fait génétiquement. Hum, hum. Et je trouve que le fait d'avoir justement ces outils-là nous permet de peut-être aussi de nuancer et de relativiser les proximités de classification qu'on peut faire sur une base symptomatologique. Et je pense que ça va être un axe de recherche vraiment pertinent en termes de exactement Kim, c'est le diagramme en orange. Et c'est tout à fait vrai. Et je trouve que ça va être un axe de réflexion sur la compréhension du fonctionnement psychologique des individus qui va être hyper pertinente, y compris sur des éléments, et là aussi, qui peuvent faire rebondir, parce que comme disait Stéphane, et je suis parfaitement d'accord, peut-être que un des arguments... Ah, merci beaucoup, Kim, c'est gentil, il m'a envoyé le diagramme, c'est super sympa. Je regarde, mais comme disait Stéphane, il y a des termes qui peuvent être
très très mal entendu par les patients parce que justement, hop là, j'enregistre, parce que justement ils font réagir sur le plan émotionnel. Et je sais que c'est la réaction, par exemple, qu'il y a eu à ma vidéo que j'ai fait sur l'intelligence, Ah bah en oui. réponse à y penser. Et c'est des débats que j'ai eu avec d'autres youtubeurs et que j'avais eu rapidement avec Stéphanie Aubertin qui m'a dit, oui, mais là, t'as pas dit ça. Ouais. Ouais, il y a une limite. Il y a une limite à quel point j'étais prêt à me sacrifier. Là, franchement, c'était c'était vraiment, vraiment tendu. Mais ouais. Bah après, effectivement, si je vois un petit peu, je dirais surtout ce qu'on met dans l'environnement. Moi, je me fous de tout dans l'environnement, hein. La problématique, c'est plus vous mettez de variables, pire c'est. Enfin, plus ça devient compliqué. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas en fait l'entièreté des données. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à comprendre. C'est qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, quoi. Mais tellement. Et donc, c'est pour ça que les absolus sont pas forcément les mieux abordés. Ouais. Et Donc là, oui, je Coco? suis en train de reprendre le diagramme Ouais. orange. Donc en fait, le diagramme orange merci beaucoup Kim de l'avoir transmis. Donc il met un lien très fort entre la schizophrénie et les troubles bipolaires, par exemple. Ou avec sur le TDAH, il est plutôt lié à les éléments de dépression. Ouais. Bah ça fait des années hein, qu'on dit que le TDAH Ah est oui, un oui, facteur de mais risque de c'est dépression. intéressant de se dire que c'est pas forcément le lien qu'on aurait Ouais, imaginé. Moi, tout à fait. spontanément, j'aurais imaginé le lien TDAH, TSA Ouais, assez. ah, c'est fort. Alors il y Voilà. en a, mais... Et en fait, voilà, et je trouve ça super intéressant. Bon, après, moi, j'aime bien que on me démontre que j'ai tort. Je trouve ça très bien. Ouais, non, c'est fatigant. Donc, alors, je vais juste revenir parce que on avance et en fait, et justement, on Yes. parlait de trouble mental. Donc là, on est sur un article plus classique. Donc, c'était une définition qui voulait être proposée par un groupe justement en disant peut-être qu'il est temps qu'on ait une définition un peu propre de ce qu'est un trouble. Et donc, l'idée, c'était de donner une définition de trouble médical. Donc, un état spécifique lié à un dysfonctionnement dans l'organisme. Donc là aussi, on est important sur ces éléments psychiatriques, somatiques, etc. Dans sa, qui, dans sa forme complètement développée, est directement associé à une détresse, à des déficiences, c'est-à-dire au sens incapacité ou un impact dans le quotidien, qui peut être physique, perceptuel, sexuel, interpersonnel, etc. Et donc, l'idée qui est derrière, dès lors qu'on parle de trouble, c'est qu'il y a un appel à l'action. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Je ne dis pas qu'on va régler les troubles, mais en tout cas, dans l'idée, il y a un appel à l'action, soit de la part de la personne, ou des professionnels de santé, ou de la société. Et là, je reviens à tous les débats qu'il y a, et qui sont très intéressants sur oui, mais en fait, dans un autre étude de société, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme ne serait pas problématique, donc on peut pas conclure que c'est un trouble. Ça fait partie des éléments de neurodiversité, etc. Ben oui, mais c'est bien qu'il y a un problème d'adéquation entre le fonctionnement de la sociétal, de la société et celui d'une personne. Et donc, un trouble mental, on serait sur un trouble médical dont les manifestations, elles sont euh, psychologiques ou, si elles sont de nature physique, elles ne peuvent être comprises qu'à l'aide de concepts psychologiques. Donc, à aucun moment, on fait une séparation entre le trouble psychologique, le trouble psychiatrique, et le fonctionnement biologique somatique de la personne. Même si je regarde, voilà. Alors, sur ces éléments donc, de classification, parce que c'est un article qui est de 2018, donc qui est quand même relativement récent, qui reprend des anciennes classifications, en disant, mais oui, mais le problème, c'est que la définition de trouble, elle n'est pas très très claire, elle n'était pas très très claire par l'OMS ou par le DSM. Et parmi les critiques qu'il y avait de cette définition-là, et que je trouve critique, et on revient bien sur ce qu'on était en train de dire juste avant, c'est que le problème, c'est que cette définition-là, elle met pas assez l'accent sur la continuité entre la notion de normal et de pathologique. Donc cette définition, en fait, qui correspond en fait à la définition de trouble qu'on utilise très souvent, c'est-à-dire bah, ça dérange, oui, alors c'est un trouble. Ça dérange pas, alors c'est pas un trouble. Et en fait, c'est quelque chose qui est important et qu'on redit très très souvent et que je suis le premier à dire aux patients. Quand vous avez quelqu'un dans la rue qui dit bah moi aussi mon gamin il bouge beaucoup, il est pas attentif et alors je me plains pas donc hein, vous êtes quand même des gros fragiles. Oui, mais sauf que si ça dérange pas par définition, c'est pas un trouble, donc on remercie cette personne pour son avis éclairé, on lui demande de poursuivre son chemin parce qu'il parle juste pas de la même chose. Sauf que effectivement, et c'est ce qu'on dit, cette vision binaire, elle est quand même assez fragile sur plein d'éléments et qu'il est important de garder cette notion de continuité entre le normal et le pathologique, justement pour éviter les visions qui sont univoques, univariées ou binaires.
Et ça, vraiment, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, bah oui, mais effectivement, est-ce que c'est quelque chose que je devrais dire? Est-ce que ça fait partie des éléments de psychoéducation qui sont à discuter? Ou est-ce que ça fait partie des éléments de stratégie qui vont être importants pour pouvoir renforcer l'alliance thérapeutique avec les patients? C'est aussi quelque chose qui est important à mettre en place. Comme tu l'as très bien dit dans ta conférence sur le TDAH du petit, les patients, ils s'en moquent qu'on leur explique les symptômes dopaminergiques. Alors que moi, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire et ils me disent, ah bah je comprends mieux, c'est neurologique. Et mais effectivement, est-ce que c'est pertinent? C'est une vraie question. C'est une vraie question et j'ai pas la prétention d'avoir une réponse là-dessus. Non, non. Moi, la seule réponse, je te dirais que ça dépend des gens que tu as en face de toi, hein. Je pense qu'il y en a qui ont les compétences et les capacités de le comprendre, et que ça va faire sens à un moment donné pour eux, et que donc ça va expliquer. Moi, ce que je mettais en évidence et qui a été aussi mis en évidence dans d'autres études, hein, c'est le fait que ça peut apporter une barrière en fait à la mise en place de certaines pratiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens, par exemple, s'approprieraient la question neurologique, génétique et ainsi de suite, ils ne voient pas pourquoi, par exemple, s'impliquer en tant que parent dans une démarche qui est génétique et neurologique. Tu vois. Et ça risque de créer un truc. Et donc, la mauvaise explication au mauvais moment, potentiellement, peut entraver quand même la prise en charge. Et en fait, c'est ça qu'il montrait dans ces études, c'est le fait qu'une psychoéducation mal gérée pour les patients qu'on a en face de nous peut être négative. Donc la psychoéducation, c'est super quand c'est bien fait en relation avec le patient. Et c'est pour ça que la psychoéducation, elle est unique. Elle est faite par rapport que aux patients que tu as en face de toi. Et ça revient à la question, hein, de mieux comprendre les aspects fonctionnels. La psychoéducation, c'est pas expliquer juste le trouble, c'est expliquer le trouble de la personne qui est en face. C'est-à-dire que ça ne désengage pas le fait d'expliquer des trucs généraux, évidemment, mais on le doit le spécifier par rapport aux problématiques que les gens vivent dans leur quotidien. Et donc c'est vrai que euh, expliquer par exemple les réseaux dopaminergiques alors que les parents ils disent oui mais moi il range pas sa chambre, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Je caricature évidemment très fort, mais c'est vrai que c'est un élément qui est important. Après, de le remettre dans un contexte général d'interaction, encore une fois, entre la génétique, la neuro et l'environnement, et comment on peut jouer sur les différents axes, en tout cas, ce qu'on va pouvoir faire au regard de nos connaissances, ça reste important, tout en sachant, encore une fois, qu'on a fait des mesures que d'un seul côté. C'est-à-dire que on a fait des mesures, effectivement, du comportement de ce gamin dans des situations particulières. On n'a pas été mesuré si réellement, lui, en face de moi, il a des problèmes dopaminergiques, hein. On n'a pas été vérifié, hein. On n'a pas été vérifié si, effectivement, son cerveau, d'un point de vue frontal, il est un petit peu plus dysfonctionnel ou s'il y a eu un retard de maturation cérébrale. On n'en sait absolument rien. Donc c'est pour ça que dans la question de la psychoéducation, parfois on va faire des raccourcis hypothétiques sur l'explication du mécanisme. C'est qu'un mécanisme, on pense que c'est comme ça. On n'est pas sûr. Là où au moins le comportement, t'es sûr. Tu l'as vu, tu l'as évalué, c'est vu par des dizaines de personnes. Tu connais pas forcément entièrement le processus qui a amené à ça, mais par contre, au moins ça, on est relativement au clair sur le sujet. Et donc c'est pour ça que dans la psychoéducation, je dis toujours, je dis pas qu'il faut pas le faire, moi je dis surtout, faites gaffe quand vous le faites. Et surtout, moi je dis ça parce que il y a une tendance on peut pas la nier, à la neurologie, enfin vraiment à tout neurologiser de manière systématique, comme si c'était en fait une vérité absolue. Et c'est ça en fait moi qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que si on met un argument neuro, alors il a plus de poids. Mais je suis désolé, il n'a pas plus de poids si vous ne l'avez pas observé, qu'en fait c'est une hypothèse. C'est un argument hypothétique, c'est pas un poids définitif, il faut faire gaffe. Et il y a des gens qui aujourd'hui, au final, s'appuient là-dessus. Et moi, ça me dérange, parce que ça aide pas forcément les patients. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, pour le coup. Donc, Avec un point sur lequel je nuancerai peut-être, c'est que alors on revient sur la notion de définition de neuro, oui, bien sûr. mais est-ce que neuro ne veut pas dire pas lié à l'environnement? Notre cerveau, en termes, mais vraiment structurels, va énormément dépendre de facteurs intrinsèques, innés, génétiques. Et là aussi, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent jouer, hein. Je veux dire, notre code génétique, il peut être bombardez-vous d'UV, votre code génétique, il va pas être top, hein. Donc, bah, mais fumer, votre code génétique va voilà. pas le faire. Mais aussi de facteurs environnementaux, les éléments de stimulation environnementale, les éléments alimentaires. Je rentre dans quelque chose qui est fait bien réagir. La carte mondiale des QI. Pourquoi est-ce que dans les pays en voie de développement, les QI sont plus bas?
pas parce qu'ils sont plus bêtes, hein. Alors, il y a des facteurs, on sait qu'il y a des facteurs génétiques liés aux populations humaines qui peuvent modifier la sensibilité à certains facteurs environnementaux. Ça, c'est des choses. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont des QI plus bas? Parce qu'ils sont dans un environnement où le système de santé est moins efficace, où il peut y avoir oui, effectivement, le stress stérile à télomère, qui tu as raison. Il peut y avoir moins accès à l'alimentation, moins de stimulation. Enfin, le meilleur moyen de faire monter le QI, c'est que les enfants soient en bonne santé et qu'ils aillent à l'école, hein, ça fait partie des stimulations. Ouais. Donc, ils ont des QI plus bas, pas du tout parce que intrinsèquement, ils sont moins intelligents, mais parce qu'ils sont aussi dans des conditions environnementales qui qui ne vont pas favoriser le développement du fonctionnement intellectuel, du fonctionnement cérébral. Ouais. Et à côté, il peut y avoir des vulnérabilités, y compris en termes de population, qui font que certaines populations profitent plus efficacement de conditions favorables ou sont plus sensibles à des conditions défavorables. Mais exactement comme pour plein d'autres facteurs, en fait. Exactement comme pour plein d'autres facteurs. Et donc, le terme neuro, là aussi, il faut être attentif dans la définition. C'est-à-dire que si on veut dire neuro au sens que le cerveau isolé dans son bocal, effectivement, c'est un problème. Mais neuro, oui. C'est-à-dire dans le sens où notre cerveau est un organe qui, est, qui a pour objectif de nous permettre d'adapter notre comportement pour favoriser notre survie. Et il est particulièrement plastique, particulièrement adaptable aux conditions environnementales et aux événements de vie. Tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, j'aurais tendance, mais là aussi de manière très provocative, à dire que oui, c'est neuro. Tant que ça se passe dans le cerveau et pas sur un petit nuage au-dessus de la tête, c'est neuro. Par contre, j'entends tout à fait ce que tu veux dire sur justement une utilisation abusive du terme neuro. Exemple, comme une utilisation abusive du terme clinique, du terme maladie, Ouais. du terme psychométrique. Et en fait, c'est pas tant du terme, au final, neuro, que je vais critiquer le truc. C'est, encore une fois, des explications. Parce que, une fois, c'est apporté parfois comme des vérités absolues à des patients, alors qu'on n'a même pas vérifié. On n'en a aucune idée. Et quand je parle de ça, je ne parle pas d'un point de vue neuro et cognition, je parle juste d'un point de vue, vraiment, les personnes se permettent d'avoir un avis quasiment absolu sur le cerveau de votre enfant, et comme ça, et il fonctionne comme ça. Je pense qu'on a quand même vu une quantité, notamment sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai vu ça en formation, des gens qui vous disent « Ah mais si, mais son cerveau fonctionne comme ça ». Alors, il va falloir me l'expliquer, là, parce que là, je ne suis pas convaincu. Hein. Et je ne parle pas de cognition que je peux observer, que je peux mesurer. Hein. On parle vraiment d'éléments neurochimiques, de son cerveau au niveau préfrontal. Je fais, vous n'avez pas vérifié, c'est des hypothèses. Et ça me va si c'est hypothétique. Par contre, quand vous basez votre argument de psychoéducation et votre explication de psychoéducation uniquement là-dessus pour expliquer tous les comportements d'un enfant, en fait, on fait du réductionnisme. Et c'est ça qui est problématique. Tu vois, là, pour le coup, tu sors de cet aspect parce que les gens ne prennent pas forcément en compte des événements, justement, comme tu le disais, des expériences vécues, de l'environnement qui a un effet, et ainsi de suite, mais explique tout au travers de ce cerveau dans un bocal. Et c'est ça, en fait, la problématique. Encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est les extrêmes sont pas bons, quoi. Tu vois, c'est d'un côté ou de l'autre. Tu peux pas expliquer le fonctionnement d'un patient uniquement par son environnement, parce que forcément, ça a un effet sur son fonctionnement, sa cognition, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, expliquer l'entièreté sur un cerveau que tu n'as pas évalué, moi, ça m'inquiète. Donc, c'est un petit peu ça. Encore une fois, c'est ces oppositions-là qui me dérangent, tu vois. Donc, je pense que dans les deux cas, c'est mauvais. Okay, et d'avoir cette vision mesurée, construite, justement, sur la question, effectivement, des expériences vécues, de l'impact environnemental de la personne et de son fonctionnement cognitif, c'est tellement important. Mais Franck Ramu, il a publié en 2021 là, un schéma sur la diversité humaine. Je ne sais pas si tu l'as en tête, La diversité génétique. La diversité humaine. Alors, là, comme ça, il me vient pas trop en tête, mais je vais peut-être que je vais passer. Mais je le trouve, en fait, qui explique suffisamment bien la complexité de l'être humain. Hop. Je vais avoir. Tac. Donc, comme ça. Oui, là, ce que tu dis, Kim, est sur le fait que quand on permet aux gens de faire des études, le QI il augmente. Oui, parce que un des éléments du QI,
c'est une différence qu'il y a entre l'intelligence et les fonctions exécutives, c'est que bah, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à une situation en général, et donc va aussi dépendre des connaissances que nous avons, notre intelligence cristallisée pour nous permettre d'adapter notre comportement. Et donc, plus vous avez acquis des éléments d'éducation, et plus vous avez des capacités dans ce cas-là. Tu vois, son aspect des différents niveaux de diversité de l'espèce humaine, tu le vois? Tu l'as en face de Attends, toi, attends, je vais arrêter le partage de l'écran pour que tu puisses Ouais, ok. le montrer. Parce que normalement, il est partagé. Ah, je le vois. Ouais. Ok. Hum. Et donc, tu vois, ces éléments de diversité, ils sont intéressants. La diversité génétique qui construit en partie la diversité cérébrale et notamment ta neuroanatomie, donc la façon dont ton cerveau est construit et son fonctionnement, qui influence évidemment la diversité cognitive du fonctionnement attentionnel, langage, mémoire et ainsi de suite, qui a un impact sur la diversité humaine, c'est-à-dire la production que tu vas avoir dans ta vie quotidienne au travers des performances sur des tests, des performances, ta personnalité en tant que telle et les comportements. Évidemment que tes comportements vont avoir une influence directe sur la diversité cognitive, sur la diversité cérébrale, la neuroplasticité, quoi. D'accord, qui peuvent avoir, comme on le disait, si tu fumes, si tu es stressé, et ainsi de suite, ça va avoir potentiellement des effets génétiques, et que tout ça est lié, évidemment, dans une diversité d'environnement. Et c'est pour ça que les choses sont complexes. C'est ça, en fait, le truc. Et moi, j'adore ce schéma pour essayer d'expliquer à quel point, au final, on peut pas tout maîtriser, et surtout, on peut pas tout expliquer. Aujourd'hui, chez un individu unique en face de nous. Parce qu'on n'a pas en fait l'entièreté des données. Évidemment, on peut aller chercher ces éléments de la diversité humaine, parce qu'on peut les mesurer, on peut aller vraiment les évaluer chez notre patient. On peut réfléchir en termes de, ok, qu'est-ce que ça entraîne en termes de cognition chez le patient. Évidemment que ça, on pourrait chercher la diversité cérébrale, sauf qu'on n'y va pas. On va pas faire une IRM et des aspects, on va faire des évaluations systématiques. Et on va pas faire des évaluations génétiques chez tous les patients. Ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça va changer réellement sur le terrain? Par contre, on peut aussi avoir une observation effectivement des phénomènes, effectivement de la culture de la personne, de la famille dans laquelle ils évoluent, ainsi de suite. Et donc de regarder tous ces éléments de société dans laquelle ils vivent, au niveau scolaire, ainsi de suite. Et je trouve que plus on arrive à avoir cette diversité et cette réflexion sur le sujet, plus on se rend compte à quel point les situations individuelles sont complexes. Et c'est ça, en fait. Et donc de toujours se mesurer par rapport à ce qu'on explique, par rapport à ces choses-là, que moi je parle en psychoéducation parents, évidemment, mais qu'ils comprennent effectivement l'entièreté de ces difficultés, de l'entièreté de cette diversité, et qu'on peut essayer d'agir à différents endroits, parce qu'agir qu'à un seul endroit, en règle générale, ça peut régler certains problèmes, mais pas tout, encore une fois. Donc, et d'essayer de comprendre cette notion de la complexité, parfois, ça a du sens, sans rentrer, effectivement, sur des aspects toujours trop techniques de personnes qui ne comprennent pas, faut pas l'oublier. Parce que les personnes qu'on a en face de nous ne sont pas neurologues non plus, donc, enfin la majorité du temps. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué pour eux. Donc tu vois, c'est ça que j'aime bien en fait dans cette question de la diversité de l'espèce humaine présentée dans ce schéma. C'est d'essayer de pouvoir voir à tous les niveaux comment on peut agir à certains moments. Donc, ouais. Et de justement pas avoir cet aspect de, comme tu le dis, d'avoir des aspects peut-être de résignation aussi de certaines personnes, enfin comme j'ai pu vous le dire, où au final des gens n'y voient que de la neuro, ou n'y voient que des problèmes d'éducation. Voilà, c'est pas... Et quand je parle de neuro, je parle fonctionnement neuroanatomique, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Donc, Mais ce que tu dis, Stéphane, c'est effectivement, beaucoup de parents peuvent avoir des informations qui peuvent être mal comprises et puis qui peuvent être aussi mal transmises aussi parfois. Tout à fait. Et puis il y a certains professionnels qui peuvent sortir des dingueries aussi. Mais y compris, je m'inclus dedans. Ah, je moi m'inclus. aussi, je suis premier à sortir des dingueries, moi. Donc, ouais, mais clairement. Mais c'est intéressant de voir tout ça. Et puis j'aime bien ta phrase, Corinne, faire simple et complexe, mais pas simpliste et compliqué. Je trouve que c'est bien trouvé. Ouais. Ouais, Florence, c'est une combinaison des deux, et c'est vrai que ça rend les choses difficiles aussi parce que déontologiquement, on est censé suivre aussi les recommandations qui vont être sur une construction binaire. Enfin, souvent sur une construction binaire. Tout à fait. Je suis d'accord. Et comme un petit peu on discutait avec Sébastien avant le live, mais je pense qu'un des critères qui va être important aussi, oui, la diversité des approches est importante, en mettant toujours en avant l'aspect de
le plus possible rigueur scientifique de ce qu'on met en place. Le HPE. Mais et avec en ayant bien conscience aussi que, comme ça a été dit de manière très juste dans les commentaires, hein, vraiment à quel point les aspects de d'actualisation et de validité des études scientifiques, en particulier en psychologie, sont à nuancer au vu de la faible reproductibilité ou des discussions, des critères méthodologiques qui sont pas forcément top, quoi. Je veux dire, même sur des méta-analyses, hein, vous pouvez avoir des méta-analyses complètement bidons Oui. parce que agglomérant des études qui sont pas solides sur le plan méthodologique. Ouais. Et qu'ils n'ont pas fait le travail, effectivement, de vérifier si ces études individuelles étaient suffisamment solides pour les faire rentrer dans la méta. Donc, ça, évidemment, il y a des petits problématiques comme ça, c'est vrai que c'est embêtant. Bon, moi, je suis un peu arrivé au bout. En tout cas, là, j'ai beaucoup de matière à réflexion. Je suis pas, non, mais vraiment, je suis pas certain d'avoir. Il y a des points, il y a des points sur lesquels je suis certain, j'ai pas le même point de vue qu'au début du live. Et Moi, ça affine effectivement les réflexions qu'on peut avoir. Ça, c'est cool. Vraiment. Donc, j'espère. Enfin, moi, je suis arrivé un petit au bout de ce que je. C'est dur là, Stéphane, Seb H, lequel? Ouais. Mais non, mais vraiment, enfin, j'ai trouvé hyper intéressant cet échange. Et merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez faits. Là aussi, je pense que vraiment c'est quelque chose qui se discute et qui peut alimenter une réflexion. Ouais, clairement. Mais c'est intéressant, faudrait qu'on devrait en faire régulièrement, tu vois. On devrait en faire, tu vois, genre une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. On se fait un petit débrief, un petit débrief de questions. Et de toute façon, enfin, comme je dis régulièrement, enfin, je n'ai pas du tout la même pratique depuis que je suis ton travail. Je n'ai pas du tout la même pratique depuis que je suis le travail de Maëva, de Géraldine, de Stéphanie, depuis que j'échange avec Stéphane, Kim, Florence, Roxane. Mais vraiment, grâce à vous, je progresse. Ouais. Y compris sur les réseaux sociaux, grâce à vous, je progresse. Ouais. Moi, alors sur les réseaux sociaux, moi je te dirais j'ai un double avis. C'est je progresse parce qu'il y a vraiment des gens qui font le travail d'explication et ainsi de suite. Et en même temps, ça a tendance à me rigidifier de plus en plus les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez compliqué pour moi. Mais parce que je trouve que plus le temps passe, moins les gens sont nuancés. C'est terrible. Enfin, vraiment. Moi, je le perçois. C'est-à-dire que moi, je faisais partie des pas nuancés au départ. Okay. C'est déjà très dur. Donc, j'essaye de m'assouplir avec le temps. Ce qui est vraiment pas facile. Mais c'était plus facile de discuter avec les gens avant, pour le coup. Sans que ça s'insulte, sans que ça écrase, sans qu'on mette en avant son expérience émotionnelle devant potentiellement le message de la personne sans le lire. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça devient tendu, quoi. Mais alors, est-ce que c'est un effet réseau social? Est-ce que c'est un effet biais de sélectivité? Parce que moi, je suis confronté à ça de manière plus importante. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a tendance à me rigidifier un peu plus, pour le coup. Donc, ouais. Je dois avouer que... Mais par contre, clairement, dans le temps, je pense que la réflexion évolue. Et elle va continuer à évoluer de toute façon. Hein. Je pense que les certitudes qu'on avait potentiellement il y a 1 an sont plus celles que j'ai aujourd'hui, quoi. Clairement. Donc mais c'est très très intéressant. Et l'avantage, c'est qu'au moins, on le dit qu'on évolue, quoi. Tu vois. Ça, je trouve ça super important, c'est de se dire, bah nous on s'est planté pendant X temps, ça aujourd'hui ça a évolué, bah ça au final, oui, je vous ai dit exactement l'inverse il y a 3 mois, mais au final, oui, je suis convaincu de ce que je dis et que j'ai changé, que c'est effectivement, et ça je trouve ça plutôt intéressant de voir ces aspects. Non, mais... et parfois je m'amuse à reprendre mes vieux comptes rendus quand j'ai commencé il y a 20 ans. Jamais faire ça. Alors ça, c'est la base, normalement c'est interdit. Je vais dire que clairement un étudiant me rend ça, mais il se prend un coup de pied au cul, quoi. C'est et pourtant. Ouais. Non, moi ça a été accepté. Ouais. C'est d'arriver à dire ah ouais, mais super boulot, Sébastien. Ouais, je suis très bon. Ouais. Mais et je revois ça, je dis waouh, j'ai écrit ça et je l'ai rendu avec mon nom. Voilà, c'est ça. C'est beau la confiance. Ouais, moi, comme je disais, hein, moi j'ai dit à des parents en face à face, votre enfant n'a pas de TDAH, hein, il a réussi la teach.
J'ai fait ça aussi. Hein. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai aucun souci sur le sujet. Il a des problèmes d'attention, il a un TDAH. J'ai fait Ouais, ça aussi. bien sûr. Donc c'est vrai que ouais, c'est un peu ça. Ok. Bah écoute, Ben, merci énormément à toi et merci à merci vous à toi. tous vraiment dans nos échanges, c'était vraiment vraiment super intéressant et, et voilà et a priori n'a pas provoqué de réaction trop épidermique. Non, hein, ça va, Ça va, hein. ça va. Mais Ouais, non non vraiment merci énormément et puis de toute façon on aura l'occasion encore d'échanger, c'est toujours un plaisir. ouais, Mais ouais ouais. pourquoi pas se refaire ça mais vraiment avec Bah ouais, on avec peut. grand plaisir. Ouais. Oui, oui, la honte. Ouais, mais il y a vraiment des fois, je montre aussi ces comptes rendus aux étudiants pour leur montrer que c'est normal, ils seront pas prêts quand ils sortiront des études. Et que le jour où ils devront s'inquiéter, c'est quand ils diront c'est bon, j'ai fait le tour. Parce que j'ai des étudiants qui me disent comme ça quand je discute non mais c'est bon la psychométrie je maîtrise. La psychologie cognitive, j'en ai eu un comme ça en troisième année. Non mais la psychologie cognitive je maîtrise. Ouais. Ok. Ça, je me souviens, c'est une discussion que j'avais eu aussi avec un étudiant en médecine. On parlait vraiment du débrouillage des troubles cognitifs, vraiment, et, euh, et pourquoi il est important qu'il se forme avant de le faire, de faire l'outil, quoi. Et puis il me dit non, mais ça va, c'est bon, j'ai lu, je connais. Je dis ah ouais, mais je sais pas, t'es en deuxième année de médecine, si je te dis que tu vas faire une greffe du cœur là, tu le fais? Il dit bah ouais. Je dis ah ouais, viens, on va aller en chirurgie thoracique. Tu vas aller voir le professeur qui fait ça depuis 30 ans Ouais, c'est ça et quoi. qui dit encore je l'apprends. Et tu vas lui dire que toi en deuxième année de médecine, franchement les greffes du cœur tu fais. Moi, je pense que t'es dégagé par la fenêtre. Fais gaffe, il est au sixième. Ok, Mais, ouais. Mais ouais, mais et ça, ça c'est, c'est tu vois, c'est hyper de important. pas avoir le doute raisonnable. Ça, tu vois, c'est Mm. important. C'est- Et, et contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas, souvent les étudiants ont peur, c'est les patients, ils l'entendent très bien que on n'est pas sûr, que voilà nos arguments, Ouais. Ah, moi, mais qu'on peut discuter. C'est un travail d'équipe. ouais. Moi, je te rejoins sur le fait de le jour où j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai dit pour la première fois à des patients, je ne sais pas. Ça a changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire, au vu des éléments que j'ai, je n'ai aucune idée. Ça me dépasse, c'est des connaissances que je n'ai pas. Et d'avoir assumé de le dire objectivement à des patients, ça a littéralement changé les choses. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait pencher sur ce que j'appelle... Maintenant, j'appelle ça, c'est la transparence absolue. C'est-à-dire que j'expliquais tout aux patients. C'est-à-dire tout mon raisonnement, je lui expliquais de A à Z. Pourquoi je pensais ça, dans quel contexte, et ainsi de suite, pour savoir ce que lui en pensait. Et est-ce que ce que je lui expliquais, ça avait du sens par rapport à ce qu'il vivait. Et pas de rester dans mon interprétation personnelle, mais de confronter ce que je pensais à ce que le patient vivait. Ben, en fait, ça change tout, hein, vraiment. Mais par contre, tu dois effectivement mettre un petit peu d'ego de côté, de se dire que tu comprends pas tout, et que c'est... mais ça change radicalement les choses pour le coup. Donc, ouais. Ben, là, je pense par exemple à une famille, je les ai vus hier. Le gamin, ces familles, ça fait 4 ans, 3 4 ans que je les suis. L'accompagnement, il est terminé, mais c'est une famille qui tient à venir et qui est hyper agréable. En fait, c'est un gamin. Je suis persuadé qu'il y a un truc du spectre de l'autisme. Les parents en ont discuté. Et en fait, j'ai refait une évaluation là pour des raisons un peu administratives, Mhm. parce que c'est quand même plein de fois où les parents disent oui, quand même, il est quand même très très inattentif, il est quand même très 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 agité, etc. Et j'étais comme ça. Oui, mais j'ai pas du tout évoqué dans mon premier compte rendu le TDAH, alors je vais rien dire. Hein, tu t'écrases bien, Sébastien. Et puis là, j'ai refait le truc, j'ai dit, bah écoutez, de toute façon, mais c'est vrai que depuis quelques temps que vous m'en parlez, je commence à me poser la question d'un TDAH, etc. Et en fait, là, c'est un gamin, là, les parents disent, bah maintenant, on discutait avec le pédopsychiatre d'introduire de la Ritaline, pourquoi pas, ils sont pas forcément pour, mais je dis, bah ça, on peut en discuter, il Mhm. n'y a pas de problème, c'est votre choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en fait, leur fait juste, bah oui, mais moi, je pense, en fait, il y a peut-être aussi un TDAH en plus du truc du spectre de l'autisme. Et les parents, en partant, ils me disent, ah, mais on a tellement évolué grâce à vous. La première fois qu'ils sont venus, la maman, le me dit, mon enfant, ça fait 7 ans que je l'ai, ça fait 7 ans que je le comprends pas. C'est C'est un long, hein. gamin qui s'apprêtait à être viré de la cantine, du périscolaire, de l'école, à cause des troubles du comportement. Là, maintenant, il a une AESH, il passe, il a des félicitations, il a des copains, tout se passe bien, et les parents, ils disent, ça se passe tellement bien, on n'a plus aucune crise parce qu'on sait les gérer. Et, Bah oui. et pourtant, mais ça fait un bout de temps que je me dis quand même, je leur ai pas dit qu'il y a eu un TDAH, est-ce que je leur dis et que je passe pour un imbécile? Et en fait, à aucun moment, ils m'ont dit, ah, vous auriez pu le voir Ouais. depuis le temps qu'on vous le dit.
Bon, on a le droit de passer à côté, hein. C'est-à-dire que tu pensais que c'était pas ça au départ. Enfin, t'y as pas pensé au départ. Mais en fait, on pense pas à tout, quoi. Enfin, Je me suis c'est- focalisé sur d'autres trucs et voilà. Et en fait, alors, j'ai vraiment pas souvent eu des patients qui ont dit c'est une honte de ceci que Non, non plus. ils sont très entendus. À partir du moment où c'est fait de manière humaine, ça accompagne. Et Ouais. on n'a pas une pensée. Et je pense que quand je l'ai eu, j'ai ma pleine responsabilité dans le, dans le cas, donc ça va pas. Maintenant, sur le coup, je l'ai mal pris, mais je pense que maintenant, je comprends pourquoi les gens ont pu péter des câbles dans mon bureau, hein. Donc, ouais, il n'y en avait pas 2000 non plus, hein, mais ouais, je peux entendre que certains, effectivement, conviennent pas à tout le monde non plus, quoi. Oui, oui, c'est effectivement les courbes de Gauss, de toute façon. Ah Comme tu dis, Kim ouais. très juste. Ok. Bah écoutez, je Alors, commence à avoir faim. Je vous le dis peu, je vous dis ça, je vous dis rien, mais donc, j'imagine, ouais. Et d'ailleurs, merci vraiment de tout le temps que vous nous avez accordé. ouais. De toute façon, on C'était va mettre. vraiment, enfin, On moi, va ça ch- me touche. Vraiment, on fait des choses et les Ouais. gens se rendent disponibles pour nous écouter. Moi, vraiment, je suis à chaque fois hyper touché et Bah un ouais. grand merci. Mais en plus, et au-delà d'être disponibles, ils interviennent vraiment, ils amènent aussi Ouais, non, c'est super agréable. des trucs Vraiment vraiment super sur agréable. la discussion. Donc ouais, c'est vraiment trop bien. Et Ok. ben, je vais vous souhaiter dans ce cas un bon appétit. Ben merci, Je vais toi te aussi. souhaiter un bon appétit. Merci énormément pour Merci, ton merci, temps. merci. Merci pour la technique. Donc, normalement, donc, tu disais que la vidéo, tu la mettrais sur ta chaîne YouTube. Ouais, de toute façon, je vais la télécharger, je vais te l'envoyer. Comme ça, tu Comme l'auras ça. aussi. Comme ça, si tu veux Voilà, la je la mettre, mettrai aussi, mais voilà. pas de problème. Mais oui, je vais la mettre C'est super sympa. sur la chaîne YouTube. On vous fera un petit message pour vous dire où trouver les choses. Donc, ça va? Merci beaucoup. ben, Passez merci un beaucoup. excellent week-end, enfin Ouais. fin de week-end. Et puis, à très bientôt. Ouais, allez, à très bientôt. Au Au revoir. revoir.